Eh bien, bonjour, nous revoilà pour parler de prévention dans le monde du travail. Juste une petite précision, parce qu'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Aura-t-on la rediffusion? La réponse est oui, il sera accessible en streaming permanent quand vous voulez. Et puis, avec comment faire évoluer les positions des RH qui sont encore au niveau du baby-foot sur la question de la QVCT. Écoutez, c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure. Alors, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, le monde du travail est un excellent terrain de prévention, à la fois de prévention, de détection et de prise en charge des addictions. C'est ce qu'on va voir au cours de cette table ronde, mais ça ne s'improvise pas. Il faut sensibiliser l'ensemble du corps social, il faut former les managers, il faut mettre en place des outils spécifiques, développer un écosystème qui mobilise tous les acteurs des services de santé au travail, des préventeurs, des RH. Et c'est ce qu'on va voir dans l'heure qui vient, comment structurer cette démarche avec tous les acteurs de l'écosystème. Et ça tombe bien, on les a presque tous autour de la table. Malheureusement, il y a une absente, c'est elle, la DRH, siège du groupe AXA, Sandrine Girzin, qui s'excuse, elle a un petit problème de santé, on pense à elle. Et écoutez, on va essayer de pallier son absence autant que possible. Donc elle, c'était la représentante DRH. Dans le rôle des services de santé au travail, Fabienne Jaworski, vous êtes médecin du travail coordinateur du groupe Thales, un groupe industriel qui a une politique de prévention, comme tous les risques, toutes les entreprises industrielles, une politique de prévention des risques très, très importante. On en parlera tout à l'heure. Béatrice Prudhomme, vous êtes dans le rôle de la préventrice, je ne sais pas comment on dit. La directrice. D'accord. De la direction prévention, santé, sécurité du groupe. Voilà. Eh ben, vous avez tout dit. EDF. Une petite entreprise qu'on connaît bien. Dans le rôle du groupe de protection sociale, c'est une entreprise qu'on connaît moins bien, le groupe Clésia, vous nous le présenterez un petit peu tout à l'heure. Donc Patricia Ourmia, vous êtes directrice de projet animation des programmes de prévention et HDS au degré de solidarité. Pareil, même punition, même motif. Très bien. Vous nous expliquerez ce que c'est. Et puis, quelqu'un que vous commencez à connaître, l'intervenant conseil en prévention des risques, Alexis Péchard, addictologue, fondateur et directeur général de GAE Conseil. Alors, je rappelle que vous pouvez toujours poser des questions. N'hésitez pas, on les prendra au fil de l'eau ou à la fin. Alors, avant de voir concrètement comment les unes et les autres, vous engagez sur le front de la prévention et de la prise en charge des addictions. J'ai envie de vous demander en quoi ça vous concerne finalement que les salariés se droguent. Après tout, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est vraiment votre business? Votre business, c'est de vendre de l'électricité, de technologie, de haute pointe, tous les domaines. Des contrats de protection sociale. Enfin, après tout, les gens font ce qu'ils veulent. En quoi ça vous concerne, Béatrice Prudhomme? Eh bien, tout d'abord, au sein du groupe, on a une politique prévention santé-sécurité qui fixe comme priorité absolue de garantir donc la santé physique et psychologique de nos salariés. 190 000 salariés à peu près dans le monde, mais aussi de nos partenaires. Donc l'idée, alors, en même temps, j'ai envie de dire, garantir la santé et la sécurité, c'est un peu une obligation avec un risque pénal pour les entreprises. Tout à fait. Mais à ce titre, ce qu'on doit, c'est développer des actions de prévention, qu'elles soient sur les risques métiers ou sur les risques comme les risques psychosociaux ou les addictions que vous évoquiez tout à l'heure. EDF a été une des premières entreprises à signer la charte ESPER, dont vous avez parlé sur la table ronde précédente. Et pour expliquer comment on déploie cette politique de prévention, finalement, la direction prévention santé sécurité s'appuie sur une filière, met en place des actions qui sont démultipliées au sein du groupe sur les différents sujets. Notre filière prévention, c'est à peu près 1500 préventeurs qui travaillent avec nous sur ces sujets, qui nous permettent vraiment d'avoir une action, je ne vais pas dire coordonnée, démultipliée. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chez nous, il y a quelque chose de très important qui est la vigilance partagée. Donc je pense que ça va résonner chez Alexis. C'est que l'individu est responsable, mais le collectif est aussi responsable. Et c'est là-dessus qu'on met l'accent au niveau de la prévention. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Vous avez été parfaite. Même question pour vous chez Thales. En quoi ça vous concerne et pourquoi vous engagez sur ce sujet-là? Alors peut-être déjà pour compléter concernant Thales, c'est vrai qu'on a la chance sur Thales qui a fait ce choix d'avoir un service de santé au travail autonome groupe, qui est une spécificité. On a un agrément qui couvre l'ensemble de nos établissements. Donc Thales, c'est 22 médecins du travail, 70 infirmiers, 8 assistantes. On travaille avec des équipes de prévention, notamment côté HSE ergonomie, également avec des psychologues. On peut faire appel effectivement à un certain nombre d'organismes avec une véritable volonté de mettre tout ce qui est autour de la prévention et la santé un axe principal
pour ce groupe, où effectivement, je vous disais, c'est un grand groupe de technologie, d'innovation, où l'humain est au cœur de l'ensemble de nos dispositifs. Donc là, pourquoi c'est notre affaire, nous, médecins du travail? Il y a déjà le fait que la mission principale du médecin du travail, c'est de prévenir toute altération de santé des travailleurs du fait de leur travail. Vous pourriez me dire, oui, mais conduite addictive, c'est souvent un problème personnel. Non, à partir du moment où on est conduite addictive, il y a une atteinte sur la santé, et dès qu'il y a une atteinte sur la santé, ça nous concerne, nous, au niveau du travail, on va gérer la santé au travail, la sécurité, la performance et aussi l'impact que ça peut avoir auprès des autres, notamment sur des postes de sécurité. Moi, je pense, voilà, sur EDF, Madame Prudhomme pourra le compléter. Ensuite, quand on va parler des conduites addictives, généralement, c'est rarement choisi, c'est souvent silencieux. C'est souvent un signe, une réponse à une souffrance, à une difficulté. Ça touche tous les niveaux hiérarchiques, tous les métiers. Et malheureusement, le plus souvent, quand c'est visible, c'est souvent trop tard. D'où la prévention. Et là, quand on va parler de prévention, on est au cœur de nos dispositifs de santé au travail, où c'est le cœur même de notre métier. Et là, on a une véritable légitimité. C'est-à-dire, on n'est ni le DRH, on n'est pas l'employeur. Donc, il y a cette relation de confiance qu'on va pouvoir mettre avec le salarié, où on va accueillir le salarié sans jugement. On va pouvoir l'orienter, faire les alertes. Donc oui, je dirais c'est notre business, mais pour protéger la santé de nos travailleurs et aussi pour soutenir l'entreprise. Et puis surtout, vous avez, en tant qu'entreprise industrielle, où il y a quand même des maladies professionnelles, oui, bien sûr, oui. Vous avez une très forte culture, très ancrée de maintien dans l'emploi. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'on en parlera. Je pense que voilà, par la abordera tout à l'heure, parce que c'est un sujet clé quand on parle d'addiction. Jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est vraiment un sujet qu'on abordera à la fin de cette table ronde. Mais je tenais à le préciser parce que je pense que c'est une spécificité des entreprises industrielles. Tout à fait. Patricia Ourma, groupe Clésia. Alors, c'est quoi votre métier? Alors, en quelques mots, tout d'abord, le groupe Clésia, c'est un groupe de protection sociale avec pour métier la retraite complémentaire, la prévoyance et la santé. Clésia est d'ailleurs le 3e assureur en prévoyance et le 4e en santé collective. Donc, plutôt sous la forme de contrats collectifs. Voilà, il y a des contrats individuels également, mais là, comme on va parler de l'entreprise, on va plutôt être sur le volet collectif. Donc, c'est un groupe paritaire, donc c'est une spécificité de ce groupe, c'est-à-dire qu'on est administré, géré par des organisations patronales et des organisations syndicales. Et donc là, on voit toute l'importance qui va venir avec la notion du dialogue social au sein de l'entreprise. On a un groupe non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne rémunère pas d'actionnaires et que 84% de la valeur créée par Clésia, elle est reversée sous forme de prestations à nos clients ou d'opérations à caractère social. On a d'ailleurs placé l'intérêt général au cœur de nos actions et on est entreprise à mission depuis 2020. Pour formaliser cet engagement sociétal. Alors, c'est dans le cadre des programmes de prévention, donc adossés à des accords de branche et financés via le fameux HDS au degré de solidarité que je développerai plus tard, ou adossés à des contrats de prévoyance ou à des contrats de frais de santé, qu'on va pouvoir proposer des actions de prévention qui vont s'adresser à des secteurs professionnels, et cela sous l'impulsion des partenaires sociaux, pour que ça réponde aux spécificités du secteur. Alors, notre conviction, c'est que l'entreprise a un rôle clé en termes de prévention, en termes de repérage et en termes d'accompagnement des situations de fragilité. Et agir sur la prévention des pratiques addictives, c'est aussi agir sur la sécurité au travail, c'est préserver la santé et le bien-être des salariés, c'est aussi protéger le collectif de travail et c'est aussi prévenir la désinsertion professionnelle et autant de sujets qui sont au cœur de notre métier d'assureur. Oui, puis finalement, c'est un intérêt bien compris puisque la prévoyance, c'est aussi les incapacités à arrêt de travail et donc maîtriser l'absentéisme, ça améliore aussi les comptes de prévoyance. Voilà. Je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément intuitif, mais pourtant l'entreprise est un bon lieu de prévention en santé en général et tout particulièrement dans le champ des addictions. Pourquoi ? Alors, il y a plein d'éléments de réponse que je pourrais apporter. Peut-être le premier lieu, la première réponse, premier niveau, c'est de se dire finalement on doit toucher une très grande part de la population parce qu'on va avoir des plus jeunes qui vont rentrer tôt dans la vie active à 18 ans jusqu'au départ en retraite. Donc finalement, on va toucher une large part quand même de la population.
Par ailleurs, et on l'a pas encore dit, mais je vais le rappeler, et je démarre souvent comme ça d'ailleurs des conférences ou autres interventions, je rappelle que le travail protège avant de éventuellement amener sur des situations de souffrance ou autre. On le voit, ne serait-ce que statistiquement, en ce qui concerne les conduites addictives, on a moins de conduites addictives chez les personnes qui sont en emploi que chez les personnes qui sont éloignées de l'emploi. En ce sens, le travail protège. On parlait de santé mentale tout à l'heure, c'est la même chose. Donc, le lieu de travail est un lieu de prévention privilégié, au-delà de tous les enjeux que vous avez déjà rappelés, et ne serait-ce que la question de l'obligation de sécurité de résultat, bien évidemment, mais ça reste un lieu de prévention privilégié pour ces raisons-là, et parce que le travail reste aussi parfois, dans la question des conduites addictives, parfois le dernier lieu de socialisation pour les cas ou les situations les plus aiguës, les plus complexes, et qui durent depuis souvent de nombreuses années. Alors oui, ces situations mettent en difficulté, parfois en grande souffrance, la ligne managériale, mettent en grande difficulté les collectifs de travail par rapport à ces situations, mais pour autant, le travail reste quand même encore, pour ces personnes-là, souvent le dernier lieu de socialisation. On en reviendra peut-être tout à l'heure quand on reviendra plus précisément sur la question du maintien en emploi et comment ça se passe. Je voulais rappeler également que la question des conduites addictives ne sont pas un risque professionnel à part entière. Pour autant, c'est un risque qui majore tous les risques professionnels. Et donc à ce titre, et vous l'avez rappelé, effectivement, l'employeur se doit de le prendre en compte. Et on l'avait dit dans la table ronde précédente. Chez Thales ou chez EDF, il y a des métiers qu'on ne peut pas faire en étant évidemment, complètement et ça paraît être une évidence en regard de la nature des tâches, etc. Mais finalement, aujourd'hui, plus aucune entreprise ne peut fermer, entre guillemets, malheureusement, les yeux sur ces questions. Et ce ne sont pas uniquement des groupes qui auraient, ou quelles que soient les tailles, des entreprises qui auraient des enjeux importants en matière de santé et sécurité qui seraient concernés. Bien évidemment, on le retrouve, et là encore, les statistiques et les grandes études le montrent, cela touche toutes les catégories socio-professionnelles, tous les secteurs d'activité. Et c'est intéressant, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui viennent d'entreprises peut-être de taille plus petite, finalement, que les groupes que vous représentez. Et là, je pense que les branches ont aussi un rôle à jouer très important, et la question de la prévention métier est essentielle pour construire et adapter des démarches qui soient adaptées à des cultures métiers, à des cultures d'entreprise, et avec des propositions qui soient adaptées pour des entreprises qui sont plus petites, jusqu'à la TPE, PME. On y reviendra peut-être avec Patricia, qui reviendra sur les programmes de prévention de branche, mais qui sont excessivement intéressants. Et la prévention, ça n'est pas que non plus la question des grands groupes. Et ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler. Et puis surtout, les addictions, c'est pas juste un sujet intime, personnel. On l'a déjà dit, c'est un sujet collectif. Et l'entreprise permet finalement de se libérer des affects. Alors, elle a le mérite de poser un cadre, elle a le mérite de protéger aussi. La difficulté, c'est que, parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a le tabou, tout ce qu'on évoquait également, va faire que, sur la question des addictions, finalement, on dit souvent, finalement, tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Jusqu'au moment où il y a un fait notable, parfois grave. Oui, c'est l'éléphant dans la pièce. Tout le monde le voit, mais personne n'en parle. L'entreprise, là-dessus, a aussi un rôle à jouer, et je le disais dans la table ronde précédente, mais je vais le redire à nouveau, tant que le sujet n'est pas nommé, il n'existe pas. Et il n'existe pas notamment pour la personne qui est en difficulté. Et là encore, dans les politiques de prévention, ça permet, parce que c'est un sujet de dialogue social, parce qu'on peut se permettre d'en parler, parce que c'est quelque chose qui est véritablement porté, peut-être parce qu'il y a un engagement fort, et vous l'avez rappelé, EDF a fait partie des premières entreprises parce qu'on peut ancrer à avoir signé la charte SPR. Ça aussi, c'est important. On peut ancrer le dialogue sur des faits tangibles. Exactement. Tu t'es pas réveillé ce matin, t'as pas rendu le rapport que tu devais. Ça c'est essentiel. Peut-être qu'on y reviendra au cours du débat, sur la manière finalement comment est-ce qu'on aborde le sujet, comment est-ce qu'on pose le cadre, parce que ça aussi ça fait partie des inquiétudes des personnes qui nous interpellent, dire mais finalement je sais pas comment. Est-ce que ça sert à quelque chose aussi d'aborder le sujet si la personne est dans le déni? Ça c'est des questions qui nous sont extrêmement régulièrement posées. Et puis au-delà de ça, comment je fais pour aborder le sujet? Et effectivement, le travail permet de poser un cadre et de pouvoir se baser sur des faits qui sont tangibles, qui sont objectifs, pour dire finalement tu n'étais pas comme cela avant, voilà ce que j'observe, voilà ce qui s'est passé, et je m'inquiète pour toi par rapport à ces différents signes. Tout va bien. Voyons maintenant dans chacune de vos entreprises comment vous vous organisez pour mettre en place cette stratégie de prévention. J'en profite parce que je vais vous donner la parole, Béatrice Prudhomme, et que ça fait partie de votre champ d'action. Laura demande, est-ce que l'employeur a le droit de réaliser des tests salivaires? Je pense que vous ne vouliez pas forcément ouvrir là-dessus, mais c'est une question qui est souvent posée. Oui. Alors, je pense qu'on va y revenir parce qu'effectivement, vous me demandez comment j'organise ma stratégie de prévention. Déjà, on a une approche transdisciplinaire. Alors, ça va au-delà du pluri, du multi, c'est du trans, avec les RH, les managers, les médecins du travail, effectivement, les équipes médicales qui sont très présentes, les assistantes sociales, les managers. Tout le monde est concerné par ces actions de prévention. On a une philosophie, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est générale, c'est la prévention.
c'est pas le sujet individuel, mais c'est vraiment un sujet collectif. Donc sur la santé, en 2025, je vais vous citer quelques exemples. On a engagé 2 thématiques sur l'année, donc la santé mentale sur le premier semestre et le risque cardiovasculaire sur le second semestre. On organise des webinaires nationaux et il y a des actions en local faites par les équipes médicales et les préventeurs pour compléter ces sensibilisations sur ces 2 sujets qui nous paraissaient importants. La santé mentale, grande cause nationale, et puis aussi le risque cardiovasculaire. On sait qu'il y a plus de 50% des décès en entreprise qui sont liés à des accidents cardiovasculaires. Pour en revenir sur le sujet des addictions, donc on a rédigé 2 guides, un guide manager, un guide salarié qui se retrouve sur Addicted. On a fait énormément de sensibilisation dans nos équipes. L'an dernier, on a travaillé avec le professeur Lejoyeux qui nous a fait 4 webinaires pour les équipes de santé au travail sur l'entretien. Vous travaillez avec lui aussi, on l'a beaucoup cité. Alors, je l'ai eu, mais quand je faisais mon stage d'interne en psychiatrie. Ça date, je vous dirai pas il y a combien d'années, sinon vous allez deviner mon âge. Et donc sur l'entretien motivationnel, non, pas de souci pour aborder le sujet. Et depuis quelques années, on a demandé la modification des règlements intérieurs dans nos entités, donc pour interdire la drogue et l'alcool, et surtout pour permettre des tests. Donc alors, non nominatif, c'est le sujet que vous vouliez... Oui, quel cadre réglementaire? Parce que c'est un sujet assez compliqué. Il faut tout formaliser dans le règlement intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, on définit des postes de sûreté et de sécurité qui nous permettent de faire des tests. Alors là, pour le coup, nominatifs sur ces postes-là, sont des postes à risque, mais on a aussi la possibilité de faire des tests non nominatifs, donc de manière aléatoire, pour sensibiliser. Et toutes ces actions ont été engagées. Donc qui dit règlement intérieur, dit validation en CSE, dit effectivement dialogue social autour de ces sujets-là. Ça a été compliqué à faire accepter? Alors ça a été, je ne vais pas dire compliqué, mais ce qui a été long, c'est plus la définition des postes de sûreté et de sécurité. Parce qu'on pourrait s'imaginer que quand on rentre sur certains sites, l'ensemble des postes est à sécurité et sûreté. Eh bien non, il n'y a que quelques postes, il y a que certains postes sur certains endroits qui sont effectivement désignés et sur lesquels on peut faire des tests sans avoir le volontariat du salarié. Et quand le salarié n'est pas volontaire, là derrière, on va mettre en œuvre d'autres actions, mais je pense qu'on y reviendra après. Et donc les premiers tests nominatifs ont eu lieu en 2024. Donc les gens s'y prêtent. Une fois qu'on a fait de la sensibilisation, c'est beaucoup de communication, de sensibilisation, expliquer qu'on est là. On a la prévention aussi faite par les équipes médicales qui vont faire de la détection précoce et de l'accompagnement avant d'en arriver finalement à ces tests qui sont un peu plus... je ne vais pas dire réglementaires, mais qui peuvent sanctionner aussi d'autres actions, comme de l'accompagnement, mais aussi des actions plus disciplinaires. Vous avez 10 exigences de santé et sécurité, parmi lesquelles la notion de vigilance partagée, c'est quelque chose dont vous nous avez déjà parlé, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui, effectivement. Alors, on a 10 exigences, dont la vigilance partagée, parce que comme on le disait, la santé et sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous. Et au-delà des 10 règles vitales, donc ce sont des règles qui ont été définies... sur la base de 40 années de retour d'expérience d'accidents mortels. Donc on en a une, c'est je ne travaille pas et je ne conduis jamais sous l'influence de l'alcool et de la drogue. Donc là, on a été clair, c'est une règle vitale. Oui, c'est les 10 commandements. Ah bah celle-là, elle est très claire en vérité, mais c'est bien aussi de réaffirmer les choses, comme ça on ne prend pas les gens en traître. Et effectivement, au-delà de ces règles vitales, on a des exigences, et l'exigence au niveau du groupe, c'est d'appliquer cette vigilance partagée, que tout le monde, pas que les équipes médicales, pas que les préventeurs, finalement la santé-sécurité, c'est l'affaire de tous. On entend trop souvent dire... Oui, alors ça c'est le sujet du préventeur. Non, pas du tout. C'est l'affaire vraiment de tous. Et on veut que ce soit ancré chez tout le monde, cette vigilance partagée, que ce soit nos salariés ou nos partenaires. Et c'est pas de la délation. Les Français ont un rapport un peu particulier avec la délation. Ils pratiquent beaucoup, mais jamais pour les trucs importants. Non, c'est vraiment pas de la délation. On est sur, je vais pas dire de l'alerte, mais c'est vraiment de la vigilance. La personne va pas bien, il faut pouvoir le signaler pour que ce soit pris en charge. On doit éviter le silence organisationnel. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être clair sur ce qui se passe. C'est pour ça qu'on va aussi parler de culture juste. Alors ça fait beaucoup de termes, mais la culture juste, c'est quoi? C'est quand il se passe quelque chose, c'est le traiter au bon niveau par rapport à ce qui s'est passé. Donc connaître les causes profondes et pas toujours dire c'est la faute du salarié. Ça peut être l'organisation, ça peut être plein de choses. Et donc ça, c'est vraiment la culture juste qui vous permet finalement de traiter au bon niveau et de permettre cette expression libre des salariés. Et ça n'est absolument pas de la délation.
Je me permets juste de rebondir là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est central et qui me semble très très important dans toutes les interventions de terrain que l'on fait. Et on est très confortable quand on intervient dans des entreprises comme EDF ou autres qui ont des cultures santé-sécurité qui sont extrêmement abouties. La question de la culture juste, elle est essentielle parce que finalement, j'ai envie de dire, c'est la preuve par A plus B que l'on peut en faire un sujet et que l'on peut faire de la remontée d'informations sans être dans le tout disciplinaire. Ça ne veut pas dire que le disciplinaire n'arrive pas, mais souvent on a tendance à se dire il y a d'un côté la prévention et puis une fois que la prévention est terminée, on s'arrête et puis après on va arriver sur du tout dépistage et du tout disciplinaire et c'est souvent ce qui nous est mis en avant ou chose à quoi on se confronte en fait dans les entreprises parmi les inquiétudes ou la manière dont c'est remonté parfois de manière plus ou moins virulente, faut pas se leurrer non plus, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très fort et je dirais c'est même l'avancée ultime ou d'après que d'arriver à ancrer ces cultures juste dans les cultures santé-sécurité. Et c'est essentiel sur la question des conduites actives, mais c'est évidemment essentiel sur tous les autres risques. Alors j'espère que ce premier tour de table commence à rassurer Laura. Je pense qu'on n'est pas du tout dans les injonctions au bonheur en entreprise à base de table de ping-pong et de baby-foot. Je pense qu'on est sur des stratégies beaucoup plus pragmatiques, terre à terre et engagées dans la durée. Alors comment vous faites, Fabienne Jean-Baptiste effectivement, je pense que les intervenants l'ont déjà dit la table précédente. C'est vrai que quand on va traiter des problèmes d'addiction, il faut avoir conscience que c'est pas juste un problème individuel ou disciplinaire, mais vraiment un enjeu de santé publique, un enjeu de santé au travail, et donc ça va impliquer une stratégie globale. Et quand on parle de stratégie globale, c'est pas juste la médecine du travail, puisqu'on voit trop souvent ce cas, on nous amène la personne bourrée, ou on est arrivé au bout du processus, la période lune de miel est passée, c'est-à-dire le manager qui aura protégé le collaborateur, les salariés qui auront protégé leurs collègues, et là, il y a un grave accident, il y a un projet qui dérape, et là tout d'un coup on vient voir la médecine du travail en pensant qu'on va pouvoir sortir la baguette magique et régler le problème. Et le baby-foot. Et le baby-foot, tout à fait. Alors après, quand on a trop bu, nous quand on fait des ateliers, on leur met leurs fameuses lunettes où il y a des degrés différents et on s'amuse bien pour bien leur faire prendre conscience ce que c'est le temps d'attention qu'il faut pour lorsqu'on a tel niveau d'alcoolémie par rapport à un autre niveau et l'impact que ça peut avoir. Donc voilà, on essaye de le faire de manière ludique, donc ça me permet effectivement d'engager pour la suite. On va travailler donc sur 3 niveaux d'intervention qui sont complémentaires. Alors lors de la premier tour de table, vous parliez effectivement de ces préventions primaires, secondaires, tertiaires. Donc comment ça se passe nous en termes de santé au travail et avec le travail avec les différents acteurs, encore une fois, tout seul, service de santé au travail, on ne pourrait pas réaliser nos missions si on ne travaillait pas avec les autres. Donc c'est vraiment un engagement de tous et ça commence au niveau central par le salarié lui-même. Tous, c'est les RH, la prévention, la médecine, et le collègue d'à côté, la médecine de ville, les managers. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est important. Après, quand on aura le temps, je vous parlerai un peu des difficultés que nous, médecins du travail, on peut rencontrer justement dans le cas des accompagnements suivis extérieurs. Et je trouve ça dommage, puisqu'il y a encore une méconnaissance à l'extérieur par certains spécialistes sur le rôle autour du maintien dans l'emploi. Donc, ça sera l'occasion de parler de tout ce qui est mis en place, maintien dans l'emploi. Dans tous les cas, dans tout ce qui est la prévention, nous, Thales, depuis quelques années, on a mis vraiment un focus important sur des campagnes de prévention santé publique, sur des rencontres mensuelles où on essaye de se caler sur les journées nationales pour vraiment marquer le coup et montrer comment Thales s'engage dans cette culture de la prévention et comment impliquer cette culture de prévention. Alors là, on va parler de l'addiction, de la santé mentale, mais aussi pour que nos salariés puissent être des relais auprès de leurs amis, auprès de leurs enfants, pour vraiment avoir cette culture de prévention qui soit centrée dans leur quotidien. Donc on va animer des formations de sensibilisation, on va aider à déstigmatiser, je vais y arriver, c'est mes petites origines polonaises, le sujet. C'est pas pour autant que je bois de la vodka tous les matins. Mais bon. Alors en Pologne, c'est tolérance zéro sur l'alcool au volant. Oui, tout à fait. Et on voit la différence. Ayant été en Pologne il y a 2 ans, je
vous assure, j'ai vu la différence. Oui, moi, ma première soirée en Pologne, j'ai été étonnée. Hein. Ouais, on voit le grand contraste. J'ai connu dans les années 80 et puis là, quand j'y suis retenue. Après, il y a tout ce qui va être la prévention secondaire, mais on avait parlé, c'est effectivement comment repérer en plus tôt, orienter et accompagner. Et c'est là où il va vraiment être important d'avoir une communication bien claire, là où la notion de déstigmatisation est vraiment importante, où on a besoin aussi de rappeler cette notion de confidentialité, parce qu'il y a toujours aussi cette peur quand on est médecin dans une entreprise, c'est se dire, ben voilà, on est à la solde de l'employeur. Donc c'est vrai que dès la visite médicale, d'ailleurs on en parlait entre nous, dès même la visite d'embauche, je rappelle aux salariés qu'on est soumis au secret médical, qu'il y a que la confidentialité. Je le rappelle aussi parce qu'on a une approche très globale où effectivement on va les interroger sur le travail, mais également on les interroge sur leur vie personnelle. On va déjà les sensibiliser sur un certain nombre de risques professionnels, mais aussi de tout ce qui est autour de la santé, la prévention. Donc on va aussi aborder les sujets donc, dans les interrogations que va poser le médecin du travail. Bah, si vous avez passé la visite médicale, on va poser la question sur la consommation. On va sensibiliser sur les quantités, le nombre de verres, l'impact. Souvent, les salariés spontanément peuvent nous parler de difficultés de leurs propres enfants sur l'addiction. Donc, on devient aussi des conseillers au sein de l'entreprise pour parce que de toute façon, ça impacte leur santé mentale. Donc, tout à fait. Donc, vraiment, c'est vraiment cette prise en charge globale où très rapidement, on va travailler avec l'assistante sociale, on va travailler avec des sociétés spécialisées dans le domaine comme GAE Conseil. Mais bon, je pense que voilà, j'ai pas besoin de compléter plus, tout le monde connaît. Et pour finir, effectivement, il y aura tout ce qui est autour de la prévention tertiaire, où là, ça va être un véritable enjeu. C'est une fois qu'effectivement, on a pu poser ces éléments de troubles de comportement addictif, avec l'impact que ça peut avoir sur la santé, l'impact sur le travail, après la période de soins, comment faire revenir la personne sur son poste, comment protéger son parcours professionnel et les maintenir à son poste. Et c'est là où on voit le rôle important du travail et le fait que le travail soit capable de fixer des règles. C'est vraiment une aide vraiment essentielle, un pilier essentiel. Et souvent, ça permet effectivement aux personnes... Alors moi, j'ai travaillé, je ne veux pas refaire toute mon historique, mais j'ai commencé en tant que jeune médecin du travail à Saint-Martin, aux Antilles. Donc, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. Il fallait maintenir les gens au travail malgré les problèmes d'alcool, même pour ceux qui étaient sur route et en étaient confrontés. Il fallait faire cette balance entre est-ce que je mets l'inaptitude et à ce moment, je les mets dans les précarités extrêmes puisque le travail restait leur seul lien de social, ou effectivement, je gardais cet équilibre à maintenir un suivi très rapproché, à faire des pseudo-contrats avec eux pour pouvoir les maintenir à leur poste, avec le risque, effectivement, en me disant ils sont sur des postes de sécurité, je mets en danger aussi ma carrière professionnelle, mais c'était d'abord l'humain. Je m'attendais à un paysage idyllique, c'est moyen, Saint-Martin. On reviendra sur la question du maintien dans l'emploi tout à l'heure. Patricia Urmia, là vous allez intervenir en tant que... Enfin, Clédia, c'est un groupe de 2900 personnes, je crois, donc vous avez les mêmes problématiques que toutes les entreprises. Mais là, vous allez nous dire les politiques de prévention que vous mettez en place aussi au niveau des entreprises que vous accompagnez. Dans le cadre des programmes de prévention de branches professionnelles. Alors tout d'abord, en préambule, dire que les conduites addictives, elles sont dans la société française et donc elles sont aussi dans les entreprises. Donc les exemples que je vais donner n'ont pas pour objet de stigmatiser des secteurs professionnels, mais plutôt d'illustrer ce que les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place pour donner des solutions, des services à des entreprises et accompagner les entreprises et les salariés dans la prévention des risques et notamment celui de la prévention des pratiques addictives. Donc, alors, je vais vous présenter trois actions phares. On en a d'autres, mais autrement, je vais passer beaucoup de temps à faire une liste à la Prévert. Et évoquer également que l'environnement de travail, alors, peut être un facteur de risque. Je dis bien peut être parce que voilà, c'est aussi, on l'a dit, un espace de sociabilisation, un espace qui protège et donc on peut avoir des spécificités particulières, donc par exemple des rythmes soutenus, une fatigue. On sait que de toute façon, oui, les organisations de travail peuvent générer de la souffrance. Ça, oui, voilà, c'est ça, de la fatigue physique, mentale, alors d'autant que fatigue et consommation de substances sont des risques qui s'additionnent. Je regarde Alexis sur le sujet parce qu'il nous a bien expliqué tout cela. La gestion
gestion des conflits, le stress qui peut générer de l'anxiété, le travail isolé, ou la proximité avec l'alcool, ou l'aspect festif, ou des secteurs d'activité où il y a beaucoup de jeunes, ou de saisonniers, etc. Donc il y a des spécificités qui sont liées à certains secteurs professionnels, mais la problématique des addictions, on l'a vu, c'est bien pour toutes les entreprises. Donc je vais évoquer 2 programmes de prévention. Donc le programme Transportez-vous bien, qui est dédié aux professionnels du transport. Donc là, c'est via la branche professionnelle. Alors là, c'est via la branche, effectivement. Ce programme est adossé à un accord de branche, donc exactement sur un régime de prévoyance des salariés non cadres. Voilà, et je vais vous évoquer un autre programme qui est le programme HCR Bien-être, qui celui-ci, par contre, est financé via le régime frais de santé. On n'est pas dans le cas d'un accord de branche. HCR, hôtel, café, restaurant. Hôtel, café, restaurant, tout à fait. Alors, je suis désolée, j'interviens encore. Ce qui est intéressant dans votre cas, parce que vous êtes 2 grandes entreprises, là, ça touche plutôt un tissu de PME, en fait. Alors, ça touche des entreprises de toute taille, plus particulièrement des TPE, des PME, et aussi des grandes entreprises. Et donc, tout le challenge, c'est d'arriver à construire un programme de prévention avec des actions qui puissent s'adresser à des entreprises de toute taille, parce qu'il y a des entreprises dans lesquelles on va pouvoir faire du présentiel. Voilà. Et puis, il y a des entreprises où on ne peut pas faire de présentiel et donc on va devoir s'adapter avec des solutions en distanciel. Donc, c'est là, effectivement, toute la gageure et tout l'intérêt de travailler avec les partenaires sociaux. Puisque c'est avec eux, ce programme, il est co-construit avec eux, donc ils connaissent leur branche, leur secteur d'activité, les problématiques de l'entreprise, la façon dont on peut s'adresser aux salariés, aux entreprises, pour faire en sorte que ces actions de prévention soient proposées et adoptées le plus largement possible. Alors, je vais prendre quelques actions concrètes qu'on a mises en place. Alors, oui, parce que c'est important de montrer que la prévention, c'est vraiment du terrain. Voilà, c'est pas des grandes injonctions. Alors, voilà, on n'est pas dans le baby-foot. Non, mais surtout, c'est pas des injonctions. Non. Ah bah là, quand on est dans le cadre d'un programme de prévention professionnelle, on travaille avec les partenaires sociaux. Donc, ils sont dans les entreprises. C'est les représentants des organisations patronales. Donc, certains sont dirigeants d'entreprise. Et puis, on va avoir des représentations d'organisations syndicales qui sont aussi au poste dans leur entreprise. Donc, on est obligé d'aller vers quelque chose de concret. On n'est pas dans de l'injonction, en effet. Je vais dire incantation, en fait. Alors, en termes d'actions concrètes, alors dans le transport, par exemple, on a mis en place des formations à la prévention qui durent une demi-journée. Et pendant lesquelles on va former les salariés sur le sujet de la prévention des pratiques addictives. Alors, ces formations sont réalisées par des organismes de formation professionnelle du transport. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des organismes qui vont faire des formations classiques, type formation continue obligatoire du conducteur, par exemple, ou sur la conduite de produits dangereux, etc. Et ils vont aussi proposer donc des actions, des formations, qui sont dédiées sur la prévention des addictions et l'hygiène de vie, ou sur les distracteurs technologiques, par exemple, donc où le salarié va être mis en situation avec un simulateur qui va montrer comment... Distracteur technologique, c'est par exemple un conducteur de camion qui regarde un film en conduisant. Exactement, pour voir effectivement comment ça peut perturber sa conduite. Voilà, donc ça, c'est une action qu'on mène depuis plusieurs années et qui fonctionne très bien. Et on peut imaginer comment ça peut être compliqué aussi pour une entreprise de taille moyenne de s'organiser, c'est-à-dire de libérer 4 ou 5 conducteurs ou 6 ou 10 conducteurs pour les mettre pendant une demi-journée dans une salle de formation, et elles le font largement. Donc, ça démontre effectivement que ce sont des solutions qui leur conviennent puisqu'elles l'adoptent. On a également mis en place des ateliers de prévention, donc qui sont menés avec des addictologues et des patients ou des patients experts. Donc là, j'insiste sur ce volet parce que ça apporte une dimension particulière. L'addictologue va effectivement, au travers d'une approche ludique, jeu, sensibiliser donc aux conduites addictives et puis par exemple à l'hyperconnexion, les cyberaddictions. Et le patient expert va venir pour apporter son témoignage. Et donc ça, c'est des choses qu'on a réalisées pour les entreprises du transport et également pour les CFA dans les hôtels, cafés, restaurants. Et ça c'est vrai que les patients experts pour libérer la parole, c'est vraiment très précieux. Voilà, effectivement. Peut-être qu'Alexis pourra en parler, mais c'est vrai que ça a un impact particulier. Hier, on avait un webinaire pour une organisation patronale et qui a été réalisé par un patient expert. Et effectivement, dès lors qu'il livre son témoignage, effectivement, tout de suite, ça prend une autre dimension. Et puis surtout, ça permet de montrer qu'on peut s'en sortir et que à la suite de ça, on peut aider aussi les autres et donc le collectif de travail. Et puis une troisième action
C'est une consultation qui est dédiée aux employeurs, où là, effectivement, on va pouvoir accompagner le dirigeant ou l'encadrant d'une TPE ou d'une PME qui soit veut faire de la prévention et qui ne sait pas comment s'y prendre, soit veut sensibiliser et veut savoir quels outils sont à sa disposition, ou bien parce qu'il est confronté à une difficulté, il doit gérer une situation particulière et il n'a pas les outils, il ne sait pas comment faire, ou bien parce que y a un cadre réglementaire, comme vous l'évoquiez, et il ne sait pas non plus. Voilà, le règlement intérieur, le dépistage comment, est-ce que j'ai le droit, pas le droit, est-ce que c'est moi qui le fais, est-ce que j'appelle quelqu'un d'autre, voilà. Et puis, on a d'autres outils ressources donc, qui ont été évoqués sur la précédente table ronde, mais comme l'orientation vers les actions, vers les dispositifs d'action publique, donc Addicted notamment. Et puis, on a mis en place aussi des outils pour sensibiliser, informer. Donc, pour le transport, on a réalisé une vidéo de sensibilisation. On a réalisé des podcasts, d'ailleurs avec Alexis qui intervient. Donc là, on prend des situations concrètes de salariés qui exposent une situation et on leur apporte une réponse. Et puis, on a également mis en place un guide sur les cyberaddictions qui permet non seulement d'être informé sur les risques que ça peut générer, mais aussi de s'auto-évaluer. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est un guide intéressant parce que ça intéresse aussi les parents qui peuvent en parler à leurs enfants. Ça permet, parce que c'est un problème effectivement dans l'entreprise, mais c'est quelque chose qui rayonne effectivement dans toute la société. Et puis, si je prends le cas des hôtels, cafés, restaurants, donc on a réalisé un guide de fiches pratiques pour évoquer les différentes pratiques et les risques. Et donc, on a été quand même assez exhaustif, puisque ça va du tabac à l'alcool, au cannabis, au CBD, aux jeux, aux écrans, au protoxyde d'azote, aux nouvelles drogues de synthèse. Voilà, on a vraiment été très large sur ce sujet-là. Donc, on a même parlé du chemsex. On a même parlé du chemsex. C'est une des rares fois dans le monde du travail, je le sais, parce que je crois que c'est une des rares fois dans le monde du travail où on m'a proposé, sollicité pour parler de ce sujet-là également. Mais oui, mais on a eu une approche très très globale. Je rigole, mais effectivement, on a eu une approche très globale, à la fois sur les comportements et en même temps sur les pratiques et les bonnes pratiques pour les employeurs. Mais je ne sais pas si vous avez terminé, Patricia. Oui, je voulais juste dire deux choses. On a également créé des fiches outils pour les employeurs sur comment repérer un état inhabituel et comment agir dans ce cas-là. Et puis là, on a parlé de la prévention des addictions, mais il y a également d'autres actions de prévention santé qui sont menées. Je pense que c'est important de les raconter, de les préciser. On a des actions sur la santé physique, donc aider à mieux dormir avec des coachings sommeil, aider à mieux gérer son stress, des formations sur la gestion des conflits ou des ateliers de prévention sur la gestion des tensions et des émotions au volant par exemple, et puis des actions sur les risques psychosociaux avec du soutien psychologique. Et puis là récemment, donc la branche du transport a intégré dans son programme de prévention tout un programme sur la santé mentale avec un diagnostic médical, avec un questionnaire médical qui permet de faire une évaluation et une première orientation, soit vers une application de méditation, ça fait toujours du bien de méditer, soit vers un coaching gestion du stress avec des professionnels de santé, ou alors pour des cas plus critiques, vers un couple psychologue-psychiatre. Okay. Alors on voit grâce à vos témoignages que la prévention, en fait, c'est vraiment une pluralité d'actions. Il faut actionner différents dispositifs à différents niveaux en tapant à toutes les portes, comme disait Adrien Robidas. En définitive, c'est quoi une prévention réussie, hormis les baby-foot ? C'est complexe comme question, et je vais essayer d'y aller rapidement, d'y répondre simplement. Mais je dirais que c'est se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est partir finalement et ça avait été dit dans la table ronde précédente, finalement c'est de se dire de où on part et c'est quoi la culture de mon organisation et quelles vont être les bonnes réponses et les bons niveaux de réponse. On a parlé tout à l'heure de prévention primaire, de prévention secondaire, de prévention tertiaire. Je pense qu'une bonne politique de prévention, c'est se poser effectivement les bonnes questions sur ces 3 niveaux de prévention et voir qu'est-ce qui va marcher, ou en tout cas tester, quitte à adapter ensuite les bons niveaux de réponse. La première chose, et on l'avait dit et je le redis encore, ça doit être un sujet de dialogue, et c'est pas uniquement du côté du médical, c'est pas uniquement du côté des équipes HSE, c'est pas uniquement du côté de l'assureur. Je dis ça parce que récemment j'ai une entreprise où tout porte vers l'assureur. On vient voir l'assureur pour financer, on vient voir l'assureur pour chercher des solutions, et puis finalement c'est un sujet qui n'est pas porté ou peu porté parfois dans certaines organisations. J'ai l'esprit d'escalier. On n'a pas parlé du HDS, du degré de solidarité. C'est vrai que c'est important de préciser que toutes les actions que j'ai citées, elles sont financées. Elles sont financées
via différents dispositifs. Donc, celui du haut degré de solidarité ou degré élevé de solidarité, adossé à un accord de branche. Donc, c'est une obligation qui a été mise par le législateur en 2014, qui fait que dans tous les accords de branche, les régimes frais de santé ou prévoyance prévoient une quote-part de la cotisation, à minima 2%, pour venir abonder un fonds qui va venir financer des actions de prévention et de l'action sociale. Et vous pouvez aussi avoir d'autres programmes de prévention qui ne sont pas financés via des accords de branche, mais via des régimes santé ou prévoyance, et qui sont aussi gérés de façon paritaire avec, avec l'accompagnement des partenaires sociaux pour proposer des actions ciblées et adaptées. Alors Patricia, n'écoutez pas ce que je vais dire, mais en gros, il y a des sous qui ne trouvent pas toujours de façon d'être dépensés. Donc, n'hésitez pas à vous adresser au HDS si vous voulez financer des programmes de prévention. Exactement. Voilà. Alors, le levier financier est énorme. Ça, c'est certain. C'est un levier qui est très fort, et notamment pour des structures comme les nôtres qui accompagnent. On ne les donne pas à n'importe qui non plus. Il faut un vrai programme de prévention. Et puis elles sont dans un cadre et elles sont dans un programme de prévention. En revanche, ça ne doit pas enlever le niveau d'engagement de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a effectivement un certain nombre de ressources, de leviers, notamment le levier financier, des choses qui sont très bien pensées par ailleurs pour accompagner avec des réponses qui sont adaptées. Et là, en l'occurrence, dans les questions de branche, avec des propositions adaptées à des cultures, à des risques métiers. Tout ça, c'est extrêmement bien. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait aussi un engagement de la part de l'entreprise qui s'engage. Non, mais la prévention, il faut être clair, hein, ça coûte cher. C'est pas, c'est pas juste on met une table de ping-pong et on dit arrêtez de vous droguer, les gars. Je dis pas que ça coûte pas que ça ne coûte rien. En revanche, ça coûte plus cher que de ne rien faire. Ça, c'est certain. Et on est sur des... Si on parle de la question des causes addictives, on est sur des pathologies qui sont longues, qui mettent du temps à se voir, on met du temps à aborder le sujet, et ça c'est certain que quand on intervient, et sur la question du tertiaire et de l'accompagnement individuel, c'est aussi un des métiers que l'on porte. C'est la prévention tertiaire, c'est la prise en charge, c'est de l'accompagnement, c'est de la prise en charge spécialisée, c'est l'un des métiers que l'on pratique, et le point commun sur toutes les situations que l'on a, qu'il s'agisse de problématiques de consommation de produits, où on a pas mal de demandes en ce moment sur les jeux d'argent et de hasard, des problématiques en lien avec les crypto-monnaies également. Ça aussi, c'est dévastateur, alors que ça oui. Il y a une mais pub le point commun, quelles que soient les conduites addictives, c'est que finalement, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que ça dure, et il y a eu quand même un événement notable qui a fait qu'on nous sollicite, et on nous sollicite en pompier, mais comme le médecin du travail, en fait. Le médecin du travail, c'est trop tard. Alors, c'est jamais trop tard, et on le voit, enfin, il y a des choses qui sont possibles et qui se mettent en place, on y reviendra quand on parlera de la question du maintien dans l'emploi, mais la certitude, c'est que si on l'avait traité avant, on aurait pu envisager peut-être des choses différemment, et les conséquences auraient été également différentes pour la personne, pour l'entreprise, pour le collectif, par ailleurs. Donc, juste pour revenir sur la question qui était posée, une prévention et une prévention qui marche, c'est quand c'est un sujet de dialogue social et qu'il y a un niveau de réponse avec une feuille de route sur ces 3 niveaux de prévention. Ça, c'est sûr. Et sans remettre une couche, mais je vais quand même me permettre de le faire, je reviens sur la charte ESPER. C'est peut-être un point de départ qui est très riche et qui permet justement et qui a le mérite d'interroger sur ces 3 niveaux quels vont être les engagements et comment est-ce qu'on se projette collectivement. Je vais reprendre le terme de EDF en trans. Ça, c'est quelque chose de très important. Et comment on se projette finalement et quelle est notre vision d'entreprise en matière de santé et sécurité à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir ensuite bâtir tout ce qui a été nommé tout à l'heure en matière de culture. C'est un point de départ pour structurer en matière de culture juste. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, les entreprises sont parfois un peu dans une position ambiguë par rapport aux écrans, par exemple. Comment dire à des gens qui bossent toute la journée sur un ordinateur, déconnectez-vous. Et puis, comment dire, ne buvez pas d'alcool quand on organise des pots et qu'il y en a la moitié qui repartent en titubant à 23h. Donc, quelle ligne de conduite doit avoir une entreprise sur ces sujets-là, Fabienne Jakowski ? Je pense qu'il faut avoir déjà une approche vraiment équilibrée, pragmatique, et continuer à que ça soit fondé sur la prévention. Donc, si on prend par exemple l'exemple de l'alcool, je pense qu'on a tous, au sein de notre entreprise, il y a ces événements festifs, un départ à la retraite, remise de médailles. Effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bouteille de champagne. Mais on ne va pas être dans une logique d'interdiction systématique. C'est comme un ado, plus vous allez lui interdire, plus il va le faire en cachette. Donc on va plutôt être dans une logique de maîtrise de risque. Donc on est bien dans la prévention. Risque professionnel, on le maîtrise. Donc l'alcool, on va le maîtriser. Donc il faut que les règles soient claires. Comme pour nos enfants, il faut donner les règles. Et à ce moment-là, voilà,
il y aura cette possibilité de prendre l'alcool en entreprise. Alors, si je suis polonaise, je vous dirais oui. Après, donc, si je reprends le règlement, ce qui est donné par l'Organisation mondiale de santé, je vous dirais que c'est différent. Mais bon. Mais on essaie, voilà, tout en autorisant, en ayant l'aval, effectivement, de la direction, parce que ça se fait jamais en catimini, caché, au fond d'un bureau. C'est toujours remonter au niveau du chef d'établissement, avec cette logistique. On essaye quand même de plus en plus promouvoir dans les entreprises la possibilité de créer cette cohésion d'équipe autrement que avec une bouteille d'alcool. Et ça, alors je suis un peu bavarde, je suis désolée, mais je me souviens, il y a vraiment très longtemps. On peut faire la fête sans alcool. Il y a très longtemps, justement, c'est marrant parce que ça me remonte à l'époque où j'étais justement à Saint-Martin, où en fait il y avait une journée qui était organisée aussi sur tout ce qui était les addictions par le ministère de la Santé en Guadeloupe. Et justement, pendant ces périodes-là, on avait mis en place sur un certain nombre d'entreprises sur toute une semaine, quand ils organisaient ces moments de convivialité, on avait remplacé le rhum, parce que bon, à Saint-Martin, Guadeloupe, ça c'était le rhum, par des jus de fruits qui étaient délicieux. Et finalement, se dire, mais pourquoi pas aussi, dans ces moments de convivialité, pouvoir dire... c'est équilibrer, manger sainement, donner aussi à faire des challenges d'équipe avec des activités sportives. On va éviter l'entorse sur les terrains de foot, où ça peut poser d'autres problèmes d'accidents de travail et autres. On ne veut pas arriver à là, mais en tout cas, il y a d'autres moyens. Après, concernant les écrans, là, pareil, je vous parle de Thales, effectivement, le cœur même de notre métier, c'est de créer des nouveaux programmes, des logiciels. Donc, vous imaginez, nos salariés, en plus, c'est des passionnés. Ils rentrent chez eux, c'est aussi les écrans, le télétravail n'a pas amélioré les choses. Donc, on a mis pas mal en place déjà la période où il y a eu la période Covid. On a fait beaucoup de webinaires où, effectivement, on a rappelé le bon comportement à avoir, les règles simples d'hygiène. Le côté paradoxal de faire un webinaire pour se déconnecter. Oui, je sais. Mais en fait, derrière tout ça, c'est si je me connecte, c'est pas pour subir, mais c'est parce que j'ai fait le choix. Et je pense que c'est là toute la différence. C'est comment arriver, dans ce monde où maintenant on est de plus en plus connecté, à utiliser de la connexion à bon escient et avoir ce droit de la déconnexion et pas être dans une situation où je subis, mais finalement je reste acteur. Et c'est là où on va avoir tous nos enjeux, à quel moment on va être dans cet équilibre. Alors Fabienne vient de dire beaucoup de choses. Est-ce que vous vous retrouvez parfois dans des injonctions contradictoires, écran pas écran, alcool pas alcool? Alors, vis-à-vis des écrans, on a une posture très très claire sur le droit à la déconnexion suite à la loi El Khomri, qui a été reprise dans un accord travailler autrement, manager autrement, post-Covid, où on rappelle que ça doit être équilibré, comme vous le disiez, maîtrisé, qu'on n'est pas obligé de regarder ses mails à pas d'heure le soir. Et dans le cadre de notre démarche sur la santé mentale au premier semestre, on a eu un webinaire qui portait sur l'hyperconnexion. Alors, j'ai commencé en disant que c'était un peu choquant, un webinaire hyperconnexion en visio, mais quelque part, ça détend aussi l'atmosphère et ça a donné des petits tips aux salariés. Les notifications Teams, vous les coupez. Vous n'avez pas besoin de la déranger tout le temps. Voilà. Donc, on a une vraie démarche, je pense, comme vous. Alors, c'est dommage, j'ai dû couper la parole à Michel Desmurgel, mais lui, il dit que, par exemple, couper les notifications, finalement, ça peut être pire parce qu'au lieu de regarder son téléphone 30 fois, on le regarde 70 fois par jour parce que... Alors, j'ai pas dit toutes les notifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de canaux de communication. WhatsApp, les mails, les SMS, Teams. On est sous l'eau. Et des fois, on sait même plus d'où vient l'information et on passe plus de temps à la chercher qu'autre chose. Par contre, moi, typiquement, sur Teams, j'ai coupé toutes les notifications. C'est pas l'urgence. L'urgence, c'est un SMS ou un coup de fil. Et les gens qui travaillent avec moi le savent. D'accord. Et finalement, lors de ce webinaire, ça a été rappelé. Donc, sur la déconnexion, oui, on essaye d'œuvrer dans ce sens-là, comme vous. Oui. Après, sur l'alcool, on n'a pas encore légiféré sur les pots. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de rédiger un processus sur les addictions qui explique comment je rédige mon règlement intérieur et derrière, comment je traite les différentes situations. Mais typiquement, il faut se poser les bonnes questions et il faut peser le pour et le contre. Parce que, je vais vous citer un exemple, dans les centres de formation, donc qui sont souvent des endroits très isolés. On a des prestataires qui vendent de l'alcool, alors ça va être de la bière, on n'est pas sur l'alcool fort. Si jamais on l'interdit, la question qu'on est en train de se poser, c'est oui, mais ils vont partir en voiture dans la ville voisine, ils vont revenir, on ne sait pas dans quel état, et c'est peut-être plus dangereux
que de les avoir chez nous. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de se poser les questions sur l'alcool, parce qu'effectivement, tout ne tourne pas autour de l'alcool, mais il faut vraiment tout peser avant de prendre une décision, je pense. Même question pour vous, Patricia Rumia, même s'il ne doit plus rester grand-chose à dire. Oui, en fait, sur le sujet sur ce sujet-là, en fait, c'est plutôt rappeler que nous, ce qu'on propose aux entreprises, ce sont des services et non pas de l'argent. Voilà, ce sont des services financés. Et on va accompagner les entreprises. Nous, on ne va pas intervenir dans l'organisation d'une entreprise. Le règlement intérieur, il est propre à chacune des entreprises. En revanche, la consultation addiction que j'ai citée tout à l'heure va être un formidable outil pour accompagner l'entreprise par rapport à sa problématique propre. Voilà, c'est-à-dire que on va pouvoir la conseiller sur comment faire pour les pots. Je pense notamment effectivement aux pots dans les hôtels, cafés, restaurants. Il peut y avoir une certaine culture effectivement festive, etc. Ça va se jouer au niveau de l'entreprise elle-même. Donc c'est là l'intérêt d'avoir un addictologue qui vous est dédié. Et bien justement, monsieur l'addictologue, vous avez une doctrine sur ces sujets-là ? Absolument pas. Bon, merci. Merci d'être venu. Non, justement, j'ai pas de doctrine. Mon positionnement est finalement, il transpire de vos propos, c'est-à-dire que finalement, dans chacune de vos organisations ou au niveau des branches, pour de multiples structures, finalement, en fait, on s'adapte à la culture d'entreprise, on évalue. Et c'est ça, finalement. C'est quoi une bonne démarche ? Quand je disais tout à l'heure, c'est quoi une bonne démarche de prévention ? C'est une démarche, à mon avis, qui se pose les bonnes questions et qui prend en compte les enjeux et la culture de l'organisation. Et qui va progressivement. Autrement, on le voit sur les tests. Si on est juste sur quelque chose qui est doctrinal, ça prend pas. C'est compliqué. Donc c'est ça la bonne réponse. Et donc notre rôle à nous, c'est de savoir évaluer ça et accompagner tout simplement les organisations par rapport à là où elles en sont. Nous, au cabinet, on accompagne des organisations qui ont des degrés de maturité qui sont extrêmement divers et variés en fait. On a des organisations qui font et qui traitent ce sujet-là depuis 20 ans, 30 ans, et qui sont extrêmement avancées, où on va leur permettre d'aller plus loin. Et puis on en a qui viennent de signer éventuellement la charte SPA ou autre, et qui démarrent en fait de zéro. Et où il faut prendre en compte aussi et qui n'ont pas une culture de prévention des risques aussi établie que dans les entreprises industrielles, par exemple. Et au-delà même que la seule question des conduites addictives, en fait, effectivement. Dernière question absolument essentielle, la question du maintien dans l'emploi. On va commencer avec Patricia pour une fois, parce que sinon on se retrouve toujours en dernier, c'est pas juste. Alors, dans la droite ligne du dialogue social, bien évidemment, le maintien dans l'emploi ou la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est l'objectif poursuivi. Donc, on est dans le cadre d'un dialogue paritaire. Donc, les partenaires sociaux sont très attentifs et ils nous l'ont rappelé. Effectivement, la réponse, ça n'est pas que la sanction. Voilà, c'est beaucoup l'accompagnement et donc c'est ce qu'on porte au travers de nos programmes de prévention, c'est de proposer de l'accompagnement tant pour les salariés que pour les employeurs et les encadrants. Alors pour autant, parfois, la sanction est nécessaire. Oui, effectivement. Alors je vais juste rebondir sur le fait de la nécessité de sensibiliser, former nos managers. Typiquement, avec mon équipe, on intervient dans toutes les formations des nouveaux managers pour parler santé-sécurité. Et on utilise un petit film, alors je fais un petit peu de pub, c'est le petit film de Colas Rai sur les addictions, qui est juste parfait. Alors je l'ai visionné sur vos conseils et effectivement, je l'ai trouvé incroyable. Voilà, il est très bien fait et tout le monde prend conscience de ce que les addictions peuvent générer finalement. Alors j'ai eu du mal à le trouver parce que Colas Rai, je sais pas, c'est écrit comme un whisky, R-Y-E. Et en fait non, c'est rail ferroviaire. Oui. C'est pas sous influence, c'est pas ça ? Si, je crois que c'est ça. C'est joué par des... Il y a Delphine Depardieu dedans, enfin il y a des acteurs incroyables. Donc voilà, et celui-là on l'utilise et il est ça très fait impactant. Prendre conscience, et c'est vrai qu'avec mes équipes, on adore aller voir les managers pour parler avec eux, parce que comme vous le disiez, le maintien dans l'emploi, oui, sur des postes de sûreté et de sécurité, les addictions, finalement, je pense que c'est trop risqué pour être accepté et acceptable. Donc derrière, il y a des choses à faire. Sur la première détection, finalement, on va voir avec le salarié s'il est volontaire pour suivre un traitement, et si tel est le cas, on va l'accompagner avec nos équipes médicales. Parce que c'est aussi un objectif d'accompagner. Par contre, s'il y a récidive dans les 3 ans, là pour le coup, on peut considérer que ça a échoué, que le salarié n'est pas forcément volontaire, et dans ces cas-là, on irait sur quelque chose de plus radical. Mais on est en train de définir tout ça, et en tout état de cause, moi je réinsiste sur, alors pour le coup, les équipes médicales qui ont un vrai rôle de prévention en amont, parce qu'elles voient les salariés bien avant qu'il y ait un test ou quoi que ce soit, et elles peuvent déjà mettre en place des actions de maintien dans l'emploi. Voilà.
Non, mais le maintien dans l'emploi, ça pose des conditions, des questions extrêmement complexes sur la cohésion d'une équipe, sur la qualité du travail. Et puis après, mettre quelqu'un en invalidité ou le licencier, c'est aussi le désinsérer socialement et accroître ses troubles. Donc c'est extrêmement compliqué comme sujet. Quelle est votre ligne de conduite là-dessus ? Et jusqu'où ne pas aller trop loin, finalement ? Oui, c'est là où il y a toute cette difficulté. Donc, si je dois rebondir sur cette notion de maintien dans l'emploi, ça fait partie de nos missions principales, pouvoir accompagner au mieux nos salariés. Et la grande difficulté qu'on peut rencontrer, c'est lorsque on est avec un salarié qui est dans le déni. Donc, nous, très très tôt, quand on va parler de prévention, c'est tout d'abord établir cette relation de confiance. Et je peux le constater, ça fait déjà quelques années, je suis sur les mêmes sites, et on le voit qu'à travers l'ensemble de nos échanges, nos discours, une fois que cette relation de confiance s'est construite, spontanément, maintenant, j'ai des salariés. Alors, peut-être un événement nouveau dont je n'avais pas conscience il y a 20 ans quand j'étais médecin du travail. J'ai une population où j'ai pas mal de TDAH, de HPI. Et effectivement, dans des moments de difficulté, donc est-ce que là, c'est toujours pareil ? Est-ce que l'addiction s'est associée avec la difficulté de gestion des difficultés attentionnelles, ou bien effectivement c'est des difficultés professionnelles qui ont amené pour eux d'être sur une consommation, là je suis plutôt dans des consommations d'alcool ou des consommations excessives d'anxiolytiques, où effectivement il y a cet impact. Et là où je trouve que le fait d'avoir réussi à mettre cette relation de confiance, j'ai des salariés qui spontanément vont me demander de l'aide. Et là c'est génial, ça c'est le scénario parfait. Et ma difficulté là, c'est pas le patient, c'est le psychiatre que je souhaite contacter pour aider le salarié. On essaye de mettre un dossier RQTH puisqu'il est en train de se mettre en difficulté. Et il y a encore une méconnaissance de ce que c'est que la RQTH dans certains milieux, et je trouve ça dommage puisque c'est vraiment une aide au maintien. Ça nous permet d'avoir accès à des dispositifs, à des organismes, d'experts qui vont pouvoir accompagner au mieux nos salariés. Et nous, ça permet dans le cadre de Thales, on a une entreprise qui est connue pour le côté social, où la prévention est super importante. On a des accords, notamment quand on parle des accords emploi et handicap. Le premier accord date de l'époque de Thomson, 1992. Donc voilà, plus de 30 ans. Donc c'est vraiment ancré dans notre culture. Et donc vous verrez, on a très très peu. Je viens de finir mon rapport sur 2024. On a 16 inaptitudes sur un groupe de 42 000 salariés en France. On ne fait très très peu d'inaptitude, et quand on arrive à l'inaptitude, c'est vraiment en dernier extrême. C'est le dernier extrême, dernière solution. On va plutôt vraiment être dans l'accompagnement. Donc l'accompagnement, réussir, maintien dans l'emploi, c'est maintenir les personnes à leur poste, où on va faire un suivi régulier, on va mettre des contrats. On n'y arrive pas seul. Moi, parfois, je suis obligée, en tant que médecin du travail, alors, vous allez me dire que je suis peut-être dure en tant que médecin du travail, mais c'est moi qui demande au RH de mettre une sanction aux collaborateurs. Il y a un moment, j'explique au manager de convoquer le salarié. On ne va pas pouvoir apporter la preuve qu'il a une consommation de drogue illicite, toute consommation d'alcool ou de certains comportements addictifs, mais effectivement de manière factuelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'il y a un travail qui n'est pas réalisé, est-ce qu'il a changé de comportement, est-ce qu'il arrive tard, être sur des éléments factuels. Et il y a encore ces difficultés, ça reste encore un sujet tabou, ces difficultés d'en parler, et on nous en parle quand c'est vraiment, malheureusement, où on est sur des stades avancés. Donc on voit que ça commence à changer. Alors, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas avancé comme chez EDF. Je me permets juste une petite parenthèse parce que c'est un sujet qui tenait très à cœur à Sandrine Girsin. Alors, je vais me permettre de porter un peu sa voix. Je sais pas si... Mais bon. Parce qu'elle m'avait dit que pour elle, les décisions de licenciement ou d'invalidité, ça devait toujours être une décision collective. Oui, tout à fait. C'était la ligne de conduite. Et le maintien dans l'emploi devait être la priorité avec 2 limites. Oui. 1, préserver le collectif de travail. Tout à fait. Et 2, le collaborateur doit manifester son envie de s'en sortir par une sorte de contrat moral. Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas l'adhésion du salarié, on ne pourra pas le sauver. Et toute la démarche, ça va être comment l'accompagner au mieux pour le convaincre. Et dans le cas même où ça doit aller jusqu'à une inaptitude, comment le faire avec justesse et humanité. Et c'est là où il y aura tous ces enjeux. La justesse et l'humanité, c'est Alexis Péchard tout craché.
Oui, donc c'est pour ça que mais... c'est pour ça que je me suis retournée vers lui directement quand j'ai parlé de justesse et humanité. Monseigneur. Ah, j'ai un niveau... Oh, bon, on arrive à la fin, là, on craque. Plusieurs choses. J'avais en fait, en vous entendant parler, je me posais la question de savoir comment j'allais réagir. Et en fait, je crois que je vais vous partager une anecdote d'un patient qui m'a beaucoup marqué, qu'on a accompagné. Alors, histoire qui s'est bien terminée, je vais vous partager une note positive. C'est quelqu'un, j'intervenais dans une formation en 2019. À l'époque, j'animais encore des formations dans un grand groupe de BTP. Et à la fin de cette formation, c'était une grosse formation de 2 journées, le DRH de l'entreprise qui participait lui-même à la formation est venu me voir en me demandant si par hasard on ferait pas un peu d'accompagnement individuel. Donc je lui dis oui. Et voilà, et donc on s'est vu et il m'a parlé d'une situation qui lui posait question avec un membre de l'équipe prévention. Je n'entrerai pas plus dans le détail, mais un membre de l'équipe prévention HSE qui avait une problématique de consommation d'alcool. Donc on évoque la situation et puis je l'aide à préparer l'entretien parce que c'est tout le sujet, c'est comment aborder le sujet. On a beau être DRH, parfois c'est pas aussi évident que ça. Le sujet est abordé. Alors, attendez, c'est important cette question. Comment on l'aborde ce sujet-là ? Alors, Fabienne l'a très bien redit, je crois, et je l'avais dit aussi tout à l'heure, mais on se base, c'est un des intérêts au travail, c'est qu'on est là pour parler du travail. Le médecin peut peut-être parler de questions de santé, mais en tout cas, en tant que manager, on va se baser sur le travail, sur ce qui se passe, sur ce qui a changé, sur ce qui arrive. Je dis souvent, c'est tout ce qui est en plus ou en moins sur le plan du comportement, mais également du côté de la qualité du travail, de la performance et autres, des relations aux autres, etc. Tout ce qui a changé. Souvent, on me dit, je m'inquiète. Je leur dis oui, mais qu'est-ce qui vous inquiète ? S'il y a quelque chose qui vous inquiète, c'est quelque chose qui a changé. Donc qu'est-ce qui a changé ? Comment ? Venez essayer de l'objectiver. Et en fait, à force de poser des questions, j'arrive à démêler en fait des situations et pas juste dire je m'inquiète mais je sais pas très bien, c'est diffus, je suis pas médecin, qui suis-je pour porter un jugement, etc. Et on arrive à finalement identifier 1, 2, 3 éléments factuels qui vont servir de base à cet entretien et au fait d'aborder le sujet. C'est pas parce que cet entretien ne débouche pas sur une situation, et ça a été le cas de la situation que je suis en train d'évoquer, le DRH aborde la question de l'alcool et puis plus globalement de la situation de ce salarié dans l'entreprise, et le salarié le renvoie un petit peu dans les cordes et puis lui dit mais attends, notre règlement intérieur prévoit qu'on puisse faire des tests de dépistage, tu n'as qu'à me dépister tout de suite, et puis il commence un peu à l'agresser, etc. Et puis là le DRH il dit je sais pas trop quoi faire, etc. Donc le dialogue à ce moment-là s'arrête. Je n'étais pas présent, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais bref, ça ne fonctionne pas. Et là, le DRH me dit c'est un échec, je n'ai pas déclenché le déclic. Et donc je lui réponds, et comme souvent, alors moi-même je ne sais pas déclencher le déclic, je pense que vous ne savez pas non plus déclencher le déclic. En revanche, la certitude, c'est qu'on a semé quelque chose et que ça n'est peut-être qu'une pièce du puzzle, et que le puzzle il va se construire après. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les accompagnements individuels que l'on fait. Quand il y a un rétablissement et une prise de conscience, on se rend compte que finalement c'est un ensemble de situations qui peuvent être liées au travail ou qui peuvent être liées à des situations hors travail. D'accord ? Ça peut être la perte de son permis de conduire, ça peut être le regard d'un conjoint, ça peut être un médecin traitant, ça peut être plein de choses, d'accord ? Et ça peut être effectivement différents éléments au travail. Donc on peut remonter et reconstruire l'histoire à l'envers après coup. Et ce salarié, on l'a accompagné en plein confinement, un peu plus d'1 an après, parce qu'il y a eu un événement déclencheur, mais entre-temps, entre le moment où le DRH a abordé le sujet, ou le moment où il y a eu cet événement déclencheur, il y avait eu encore d'autres situations. Il y a eu cette sortie du déni. Il y a eu d'autres situations, et en même temps, voilà, sortie du déni, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que ça se voyait. Mais c'est pas parce qu'il y a eu la sortie du déni que l'accompagnement a fonctionné au départ. Et je reviens du coup sur la dimension de contrat. Le contrat, c'est aussi, on est sur des maladies qui sont chroniques, Nicolas Pris le rappelait tout à l'heure, et on est sur des maladies qui sont sur un temps long, qui sont pas forcément le temps du soin, je dirais corrélés au temps de l'entreprise. Et donc, le parcours de soins et le parcours de rétablissement, c'est aussi fait parfois de différents temps, et parfois la rechute en fait aussi partie. C'est pour ça que la question des 3 ans est aussi intéressante dans le contrat. Qui dit contrat dit aussi cadre, qui dit cadre dit règle, et qui dit règle et écart à une règle, peut dire aussi rupture à un moment donné du contrat. Quand Fabienne Gersin dit le collaborateur doit manifester son envie de s'en sortir. Alors, oui, mais dans la pratique, on a... je pense 90% des salariés qui disent et qui manifestent. Et j'ai eu le cas avec Sandrine il y a pas très longtemps. En fait, ils disent oui à leur DRH parce qu'ils ont peur de la sanction. Ils disent oui et puis parce qu'ils y croient. Ça veut pas dire qu'ils sont pas volontaires ou qu'ils sont pas du tout. Ils sont sincères. Mais il y a un moment donné, la maladie fait que voilà. Ça, c'est plus complexe que ça. Et ça, c'est tout le travail, je dirais, de ce que nous on fait au cabinet. Et c'est d'arriver à transformer l'essai, c'est-à-dire à faire en sorte que le salarié n'ait pas juste simplement signé un contrat moral et un contrat d'engagement, quels que soient les engagements auxquels il s'engage, mais véritablement qu'il y ait une demande qui fasse sens pour lui et qu'on arrive à construire un projet thérapeutique qui fasse du sens pour lui.
Et ça, c'est toute l'approche motivationnelle que peuvent faire effectivement les addictologues avec l'aide des patients experts et des équipes pluridisciplinaires. Il y a une pub anti-tabac qui passe en ce moment en disant c'est pas parce que vous avez essayé 3 fois et que vous avez repris que vous au contraire, plus vous essayez et plus vous avez de chances de réussir. C'est une expérience en soi. Tout le mois sans tabac, pourquoi un mois ? C'est basé aussi là-dessus sur on sait que plus la durée aussi est longue, plus le pourcentage de chances et de maintenir son arrêt va être renforcé. Et le mois sans alcool, c'est aussi une façon de prendre compte de l'éventuelle dépendance. C'est un petit peu différent sur la question du mois sans alcool et de Dry January en janvier. L'idée, c'est plutôt d'interroger son rapport à l'alcool et de voir si c'est difficile ou pas, se rendre compte de finalement quelle place occupe l'alcool. Il ne s'agit pas d'arrêter. Le mois sans tabac a vraiment une optique de faire arrêter le plus possible les gens d'arrêter de fumer, alors que le Dry January, c'est pas d'arrêter l'alcool. C'est juste de faire l'expérience d'une pause d'alcool pendant un mois et de voir qu'est-ce que cela apporte ou pas. On est un petit peu sorti du cadre, mais c'est autre chose, effectivement. On a commencé la consultation, en fait. On arrive au terme de cette table ronde. Il n'y a pas de nouvelles questions, à ma connaissance. Mais il me reste à vous remercier tous. C'était passionnant. Merci de votre intervention. Et puis, merci de votre écoute, à vous derrière votre écran. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les 5e rencontres de l'addictologie. Les rencontres sont de plus en plus riches, donc... vivement les 15e. Merci à tous. Et comme je disais tout à l'heure, vous pourrez revisionner ce webinaire à la demande quand vous voulez. Merci, bonne journée.